Voilà, alors merci à toutes celles et tous ceux qui sont restés pour le séminaire, vous n'allez pas le regretter. Donc comme l'année dernière, l'idée du séminaire, c'est en fait d'apporter un peu des regards des spécialistes d'autres temps ou d'autres régions sur le thème de la guerre, parfois aussi de la paix, mais il sera plus souvent question de la guerre que de la paix. Et donc pour ouvrir ce séminaire, nous avons donc le plaisir d'accueillir Laura Battini. Elle a déjà eu la gentillesse de venir l'année dernière pour notre séminaire, donc certains d'entre vous la connaissent. Elle est donc chargée de recherche au CNRS, historienne, archéologue. Elle a un blog où vous pouvez la suivre et elle dirige surtout aussi la revue Aschark qui réunit des articles sur l'archéologie, la société, sur l'histoire de l'Ancien Orient. Elle est également directrice de la série Archéopresse et j'ai toute une liste de publications que je ne vais pas lire maintenant. Je veux juste vous dire qu'elle a soutenu son HDR en décembre 2024 et donc bientôt elle sera plus chargée de recherche, elle sera bientôt directrice de recherche. Voilà. Bon, je te laisse la parole et puis l'idée c'est que après, si on a le temps, il y a un petit échange suite à ta conférence. Merci Laura. Merci à tous et surtout merci à Thomas et Hervé qui m'ont invité ici aujourd'hui sur un sujet qui m'est particulièrement cher puisque je travaille sur la guerre depuis longtemps. Mes premières recherches sur la guerre remontent à ma thèse italienne qui était une sorte de maîtrise, ce qui correspondrait aujourd'hui à la licence, au master. Donc j'ai d'abord analysé les fortifications et ensuite je me suis en revanche dédiée aux images et aussi un thème qui est lié à la guerre et celui de la violence. Et c'est pour ça que je trouve que cette invitation mais vraiment particulièrement intéressante et chère. Donc, pourquoi la guerre? Les Assyriens passent, et pourquoi les premiers millénaires? Parce que j'ai axé ma conférence sur les premiers millénaires et surtout sur la Syrie. À cette époque, on parle des Néo-Assyriens. Pourquoi l'époque néo-assyrienne? Pourquoi les Assyriens? Mais parce que les Assyriens passent à l'histoire comme un peuple des souverains particulièrement sanguinaires et violents. Et donc, c'était le plus intéressant de partir des Assyriens pour traiter des problèmes de la guerre dans l'Antiquité. Et puis aussi, les Assyriens ont eu une importante influence sur la Bible, sur l'image du Dieu et aussi sur certaines des métaphores qu'on peut retrouver. Et d'ailleurs, cette image des Assyriens comme sanguinaires, effectivement, dérive en partie du mépris grec et aussi biblique, qui passe aussi dans la Bible, pour les Assyriens qui sont d'un côté considérés comme ayant des coutumes assez bizarres et dissolues, et de l'autre côté, voilà. Désolée, j'ai eu un problème avec les PowerPoint. Vous verrez, il y a d'autres images. Certaines, je suis arrivée à les récupérer, d'autres non. Je ne sais pas, c'est la première fois qu'il m'arrive. Et d'autres aspects dans la Bible, on a aussi on reproche aux Assyriens et aux Babyloniens d'être trop orgueilleux et aussi trop violents. Donc,
D'abord, avant de parler de la guerre à l'époque néo-assyrienne, je vais faire un petit rappel historique. Vous savez que la Mésopotamie, donc la terre entre les deux fleuves, les Tigres et l'Euphrate, est au premier millénaire constituée de deux régions. Dans le nord, on a ce qu'on appelle Assyrie et dans le sud, on a la Babylonie, comme vous pouvez voir. Et comme vous pouvez voir aussi, la Grande Mésopotamie, ce qu'on appelle la Grande Mésopotamie, comprend aussi toute la partie orientale de la Syrie actuelle. Et sinon, pour le reste, c'est la Mésopotamie correspond aussi à l'Irak actuel. Et au premier millénaire, il y a pas mal de guerres et l'Empire s'étend jusqu'à arriver à un certain moment aussi à la conquête de l'Égypte, mais très temporaire. Donc, les premiers millénaires, comme vous pouvez voir, est divisé en plusieurs périodes et nous, on va surtout s'intéresser à l'époque néo-assyrienne, donc entre 634 et 934 et 609, quand la dernière capitale tombe. Pourquoi la guerre néo-assyrienne? Donc, on a aussi beaucoup de sources, et c'est pour ça que c'était intéressant d'essayer d'étudier cet aspect de l'Antiquité, qui a un aspect important comme la guerre. Donc, ici, c'est les plans, et je vais essayer de parler d'abord des sources et aussi faire un petit résumé des guerres néo-assyriennes et de la composition de l'armée, pour passer après à voir des récits historiques sur les guerres, parler de l'intertextualité, qui est un thème fréquent aujourd'hui, et puis il y aura un petit chapitre sur les images des guerres, qui sont d'un côté, j'ai essayé d'analyser les images au centre du pouvoir, donc dans les capitales, et ensuite dans les territoires occupés, et enfin, là aussi, l'intertextualité, l'intermédialité et la multimédialité. Et enfin, on va tirer des conclusions sur la mémoire des guerres néo-assyriennes. Donc, les sources, comme je disais, pour l'époque néo-assyrienne sont très abondantes. On a des sources textuelles, des sources archéologiques et des sources aussi iconographiques. Les sources textuelles sont essentiellement des inscriptions royales ou bien les annales que vous pouvez voir ici. Voilà, ici sont un morceau des annales et aussi pas mal de lettres, ce qui est une innovation. Cette inscription royale, c'est un cylindre et voilà, une fois reconstitué, à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant, c'est donc avoir les points de vue officiels, celui donné par les annales et les inscriptions royales, et puis les comparer avec les lettres qui ont un point de vue beaucoup moins propagandiste. Les lettres sont écrites pour une raison, pour un problème contingent, et donc pour un problème précis, et donc il faut essayer de comparer ce qu'ils disent les lettres avec les inscriptions royales et les annales, et on s'aperçoit des différences qu'il y a dans la documentation de la guerre surtout. Et on va les voir tout à l'heure. Donc ici, c'est une image sur l'importance des tablettes découvertes un peu dans tous les Proche-Orient anciens. Et comme vous voyez, il y a Ninive et Kalkou sont parmi les lieux où il y a eu pas mal de tablettes découvertes. Les sources archéologiques sont des différents types. Il y a
d'abord des restes ostéo-archéologiques, mais c'est une branche de l'archéologie encore trop récente pour la Mésopotamie, et donc on n'a pas beaucoup de données. Il y a par exemple une fosse commune qui a été découverte à Tel Brak à la fin du 4e millénaire, vers 3100 avant Jésus-Christ, où il y a des signes de violence sur les victimes, sur les personnes qui ont été vaincues. Et puis, on a aussi des restes, en revanche, des armes. Il y a des pointes des lances et aussi des frondes pour lancer des frondes, mais surtout pour des balles des frondes qui attestaient à partir du 8e siècle, pas avant. Ne tenez pas compte, il y avait un autre tableau, mais bon, tant pis. Puis, il y a aussi des sources architecturales qui sont la découverte d'enceintes qui sont typiques dans les capitales néo-assyriennes. Et depuis les 3e millénaires, chaque ville construit ses propres murailles et, pour se protéger contre les autres villes et les autres attaques. Et vous avez dans les capitales néo-assyriennes, les fortifications deviennent vraiment monumentales, très imposantes. Et même dans la vieille capitale assyrienne, Ashur, on a même 2 enceintes qui protègent la ville. Et enfin, on a le 3e groupe des sources, ce sont les sources iconographiques. Et comme vous pouvez voir, il y a des images assez fortes des violences. La violence est quelque chose qui est représenté très souvent dans les bas-reliefs des palais néo-assyriens, mais qui entrait dans les palais. Et cette violence s'adresse à qui? On va les voir dans la suite de ces cours. Je vais aussi naturellement faire allusion à certaines des analyses et des découvertes récentes qui sont surtout reliées à des thèses neuroscientifiques sur l'importance des images et les pouvoirs des images pour susciter des émotions et ça, c'est vraiment lié aux images qui sont très dramatiques, comme celles des décapitations ou des dégorgements, etc. Donc, selon les théories récentes, effectivement, toutes des images très dramatiques, comme celles que je viens de citer, ont une influence importante sur 2 parties du cerveau qui sont d'un côté l'amygdale et l'hypothalamus, qui sont ici, ici, et qui donnent les émotions, la partie inconsciente des émotions, et puis l'autre partie, c'est sur les néocortex qui, en revanche, est la racine consciente des émotions. Donc, contre les théories qui avaient lieu jusqu'aux années 90, d'une naissance seulement consciente des émotions, aujourd'hui, on sait que les émotions sont aussi liées en partie qui n'est pas consciente et sont liées donc. Elles sont très personnelles et sont liées non seulement aux gènes, mais aussi à l'état de la personne et aussi à la situation particulière dans laquelle, par exemple, la personne se trouve. Ainsi, par exemple,
une personne qui voit des images très violentes, et c'est sûr qu'elle va retenir beaucoup plus longtemps ces images et avoir une forte émotion. Et les pouvoirs des images, d'ailleurs, avec les études des psychologues et aussi des philosophes, on a de plus en plus l'idée que les images sont très importantes pour donner une certaine vision des événements. Ce que je vais aussi essayer de considérer, c'est aussi la lumière, qui est peu considérée en général dans les études. Les bas-reliefs et les inscriptions des palais sont souvent dans des pièces assez obscures, pas très éclairées, donc qui pouvait lire ces images, et ces textes, est-ce que c'était adressé vraiment à tout le monde ou est-ce que c'était adressé à un public qui on voudrait dire divin ou bien aussi aux générations futures. Parce que les rois syriens, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont adressé des monuments, ils ont dressé des monuments pour maintenir leur nom aussi pour les générations futures et aussi pour les divinités. C'est pour ça qu'une partie des inscriptions est cachée derrière les bas-reliefs. Donc, on va essayer de parler un petit peu des guerres néo-assyriennes. La guerre est une donnée constante dans l'Antiquité et particulièrement en Mésopotamie, cela est vrai, parce que la fragmentation politique de la Mésopotamie a fait qu'à partir du troisième millénaire, il y a eu des guerres pour les contrôles de l'eau. Au troisième millénaire, il y avait que des villes-États et les villes en aval subissaient les contrôles de l'eau des villes en amont. Donc, pour des raisons d'eau, il y a pas mal de guerres au troisième millénaire. Et puis, comme vous pouvez voir aussi, il y a les premières images que nous avons à l'extrême fin du quatrième millénaire, 3100 avant Jésus-Christ, donc à un moment où naît la première ville, Uruk, on a des images de guerre. Je vous ai mis aussi une image des chasses. Ces personnages sont considérés être des rois, et là aussi, parce que la chasse est une forme de guerre, comme on verra par la suite. Les rois se présentent comme celui qui défend sa population contre l'attaque des méchants ennemis et aussi contre toutes les forces du mal. Les rois ont ces rôles des protecteurs qui revendiquent aussi dans ces inscriptions. Au troisième millénaire, à l'extrême fin du troisième millénaire, vers 2350, l'Empire, il y a la première création d'un empire avec Akkad. Vous avez tous la majeure partie des monuments d'époque akkadienne sont au Louvre, donc je vous conseille de faire un tour. Donc cette magnifique stèle des victoires des Naram-Sin, dans lesquelles les rois, les personnages les plus grands, et en plus ils portent la tiare à cornes, donc un symbole de sa divinisation. Et on verra que c'est un élément important, les rapports avec les dieux pour la guerre. Aussi, on a d'autres images des guerres dans la première moitié du deuxième millénaire, ce qu'on appelle paléo-babylonien. Et dans les sceaux même, on a des images des guerres, dans les terres cuites et puis dans les stèles, ça c'est une stèle des victoires des Mardines. Et effectivement, il y a encore au deuxième millénaire une fragmentation politique avec la constitution en Mésopotamie, avec la constitution des petits États régionaux qui se font guerre les uns contre les autres.
Dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, en revanche, ça continue cette fragmentation politique et on a de nouveau des images de guerre qui sont présentes un peu partout. Ce que je voulais souligner, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre la guerre néo-assyrienne si on n'a pas, si on ne comprend pas et on n'étudie pas l'époque médio-assyrienne, non seulement pour les images, mais aussi pour les récits des guerres. Pour parler un petit peu des guerres néo-assyriennes, donc vous avez ici la liste des rois. On peut diviser en général l'époque néo-assyrienne est divisée en deux périodes. Dans la première, entre Assur-Nazir-Pal jusqu'à Assur-Nerari V, on a beaucoup de guerres qui servent seulement à récupérer, à raser les territoires conquis, à récupérer donc du butin et à l'amener en Assyrie. Il n'y a pas encore l'imposition d'un tribut. Il commence à se faire à l'idée de ces tribus, mais donc pratiquement tous les ans, les rois partent au combat. Par exemple, les longues règnes de Salmanassar III, il a fait une quarantaine ou 35 campagnes militaires. Pratiquement tous les ans, il partait combattre, essayer d'élargir les territoires. Ensuite, à partir de Tiglath-Phalazar III et jusqu'à la fin, en revanche, on continue à faire des guerres, mais désormais, on a un contrôle territorial des territoires qui sont conquis à travers la création des gouverneurs qui donc administrent les territoires pour compte du roi assyrien. Et en plus, ils doivent donner des tributs constants qui peuvent concerner des chevaux, bien aussi des matériaux, du matériel pour la construction, par exemple, on le sait pour Dosharokin. Il y a pas mal de gouverneurs qui contribuent en envoyant par exemple des roseaux ou du bois pour la construction de la capitale. Et donc, il n'y a plus nécessité de combattre, disons, tous les ans, d'ailleurs. Et à partir des Sargon II, suite de la mort des Sargon II, les derniers rois assyriens ne combattront plus. Parce que Sargon II meurt en combattant en Anatolie, l'actuelle Turquie, et donc son corps n'est pas retrouvé. Et à partir de là, les rois ne combattent plus. Voilà. La formation de l'armée. Il y a 3 corps dans l'armée. Si vous avez le temps de lire Guerre épée en Assyrie, c'est une grande summa sur la guerre à l'époque néo-assyrienne. Donc, il y a 3 éléments qui composent l'armée assyrienne. Il y a d'abord l'infanterie, puis la cavalerie et ensuite la charrerie. Infanterie et charrerie sont présentes depuis le 3e millénaire. En revanche, la cavalerie est nouvelle et c'est la grande nouveauté de la guerre du 1er millénaire. Jusqu'au XIXe siècle de notre époque, la cavalerie joue un rôle essentiel dans la guerre. Et comme vous pouvez voir, il y a dans ces bas-reliefs néo-assyriens, il y a les représentations de ces 3 corps. L'infanterie est l'armée où les hommes combattent à pied. Et c'est la composante principale au 3e millénaire.
Il devient moins essentiel au premier millénaire quand la vitesse des chevaux permet effectivement de remplacer l'infanterie avec la cavalerie. Ils sont armés des trois types d'armes, soit des flèches, soit aussi des lances, soit ils ont des frondes. Et ils peuvent être assyriens et aussi des gens d'autres régions. En revanche, la cavalerie est seulement réservée aux Assyriens. Et en plus, vu qu'ils sont à pied, ils ont des boucliers pour se protéger qui sont de différents types. Il y en a un grand qui sert à protéger tous les soldats et d'autres plus légers et ronds. Ouais, ils ont aussi d'autres formes qui sont pour les batailles. Et vous voyez ici les frondes. En général, ils sont représentés par deux. Et aussi, ici, vous avez les frondes. Voilà. Donc, archer, frondeur et un porteur des lances. Il faut dire que l'arc a une portée d'une trentaine de mètres. Donc, les courtines des défenses sont faites de manière telle qu'il y ait une distance de moins de 30 mètres d'un tour à l'autre. Comme ça, les soldats qui se trouvent sur un tour peuvent défendre toute la courtine sans laisser des points morts et aussi ainsi de suite. Et aussi, la tour protège les courtines à côté, naturellement, toujours avec cette distance maximale des 30 mètres. Et enfin, dans le cas de la vieille ville d'Achour, on a deux enceintes, comme je vous avais dit tout à l'heure, et les enceintes sont de différentes hauteurs pour éviter justement que les lancements des flèches puissent être réceptionnés par ses propres soldats. Selon Mario Fales, qui était le grand spécialiste de la guerre en Assyrie, l'infanterie aurait encore une partie importante, jouerait encore un rôle important jusqu'au 8e siècle. Mais en réalité, si on regarde bien les bas-reliefs des Assur-Nazir-Pal, donc 9e siècle, il y a déjà la présence importante de la cavalerie. La cavalerie est donc la nouveauté la plus importante de cette époque. On les appelle pétalou, du verbe petu, ouvrir, et allo, les cuisses. Ils ne sont pas attestés avant parce qu'on n'avait pas encore on n'était pas encore arrivé à domestiquer les chevals et donc c'est seulement à partir du moment à l'extrême fin du 2e millénaire qu'on est arrivé à les domestiquer et à les monter, accrus parfois ou bien sur des selles, qu'on comprend l'importance pour la guerre de cet animal. Et donc c'est un corps qui est réservé aux Assyriens et ils ont une importance fondamentale dans les repérages, en faisant des sortes d'éclaireurs, voir la situation aux alentours, la situation de l'ennemi, et puis aussi pour les combats et pour la destruction de l'ennemi. Il y a des types différents des combats, comme vous pouvez voir aussi, soit dans des batailles ouvertes, soit aussi des attaques à des villes. Dans ces tableaux,
il y a les estimations qui ont été faites pour la composition de l'armée néo-assyrienne, mais voilà, ces estimations sont selon moi exagérées. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc, la charrerie était présente, c'est la troisième composante de l'armée néo-assyrienne. Elle était présente déjà au troisième millénaire, comme vous pouvez voir, mais les roues ici sont des roues pleines, donc elles ne permettent pas aux chars vraiment d'aller très vite. Et en plus, il n'y a pas encore des chevaux, mais il y a surtout des ânes ou bien aussi des bœufs qui tirent les chars. Et donc on pense que plutôt au troisième millénaire, c'est un char symbolique, souvent lié au roi. Il n'a pas vraiment une fonction militaire. On doute de sa fonction militaire. En revanche, à partir du 1800-1900 avant Jésus-Christ, il y a la nouveauté, c'est la roue avec des rayons. Et là, ça permet aussi, il y a aussi d'autres avancées techniques qui permettent de contrôler mieux les chars et aussi de pouvoir guider mieux les animaux qui conduisent les chars. À l'époque néo-assyrienne, on a deux types de chars. Un plus léger au IXe siècle, qui est à 6 rayons, avec une roue à 6 rayons, et en revanche, un qui est beaucoup plus lourd, à 8 rayons. Les chars légers, en général, portent 2 personnes, et l'autre, en revanche, 3 ou 4, comme dans cette image. Et donc, il y avait probablement 2 ou bien plus d'animaux qui peuvent tirer. De nouveau, les rois, dans les bas-reliefs, s'est fait toujours représenter sur un char. Donc, il y a un rappel aussi de toute la tradition iconographique précédente. Depuis voilà, la stèle des vautours, par exemple, là aussi, le roi est présent sur son char. Pour compléter, j'aime parler aussi des personnes qui, en général, sont présentes et font partie de l'armée, mais qui sont plutôt cachées par les sources. Cette lettre néo-assyrienne, les sites sont des personnes qui travaillent pour les militaires, mais ils ne sont pas militaires eux-mêmes. Les paléphréniers qui s'occupent des chevaux, des ânes et des autres animaux. Il y a aussi, par exemple, un magasinier, des boulangers, des cuisiniers. Et ici, vous avez l'image d'un paléphrénier. Et dans cette image, vous pouvez voir différentes actions qui sont faites à l'intérieur des tentes, probablement toujours pour nourrir une troupe qui est loin de sa patrie, de sa maison. Il fallait aussi des cuisiniers, etc. D'autres images concernant ces personnages qui sont représentés quand même dans les bas-reliefs. Et enfin, un autre élément important de l'armée sont les animaux. Il y a des animaux qui sont utilisés pour les combats, comme les chevaux, et puis d'autres qui sont en revanche utilisés soit pour manger, soit pour d'autres activités, probablement aussi en partie liées toujours à la guerre. Et pourquoi parler des animaux? Parce que si vous regardez ces bas-reliefs, on a un cheval mort et un autre cheval mort. Ça, c'est la bataille du fleuve Ulaï à l'époque d'Assurbanipal, les derniers grands rois néo-assyriens. Et parce que les chevaux ont payé un tribut énorme, ils sont morts
en quantité vraiment colossale pendant toutes les guerres néo-assyriennes. Et aujourd'hui, il est important aussi de rappeler la présence de ces animaux qui ont accompagné les militaires et qui ont souvent eu les mêmes sorts qu'eux. Il y a probablement aussi, au moins, ce n'est pas complètement sûr, on a quelques attestations rarissimes de la présence des chiens aussi dans l'armée. Les attestations plus conséquentes datent du 2000-2100 avant Jésus-Christ, mais donc les chiens aussi participent en partie aux guerres. Et puis, c'est pour probablement comme animal de compagnie, mais aussi avec des tâches bien précises, comme des recognitions et les transports aussi de certains biens. À une époque où il n'y avait pas encore le cheval, les chiens étaient probablement utilisés aussi pour porter des charges. Et ici, donc, vous avez les différents types d'animaux. Dans les bas-reliefs, effectivement, on a des représentations des l'âne et même de tous les animaux hybrides, les mulets, les bardeaux, et puis aussi des dromadaires et des chameaux. Sont présentes dans les sources, sont nommées. On sait aussi que dans les lettres néo-assyriennes, les rois continuent à demander soit des ânes, soit des chevaux, soit des dromadaires aussi, surtout à la fin, vers le 7e siècle, à la fin de l'époque assyrienne, on voit l'utilisation des dromadaires. Et ici, voilà, c'est une liste différentes lettres néo-assyriennes qui montrent combien des chevaux sont arrivés pour pouvoir remplacer ceux qui étaient morts. Et les guerres servaient aussi à radier les territoires conquis et donc on prenait les animaux. Et dans les inscriptions royales, non seulement dans les bas-reliefs, mais aussi dans les inscriptions royales, on dénombre combien d'animaux ont été prélevés, ont été portés de nouveau en Assyrie à travers les guerres. Donc on va maintenant essayer de voir un peu les récits des guerres. Donc on a deux récits principaux, les annales, qui est la version officielle, et puis les lettres. D'abord, on va essayer d'analyser les annales et après les lettres. La guerre est présente dans les cœurs de l'Empire, mais aussi dans les temples, dans les palais, dans les rues, dans les portes urbaines aussi, et sur différents monuments qui sont disséminés dans la ville. Mais on a aussi des inscriptions et des monuments de guerre qui sont présents dans les territoires conquis, dans les régions éloignées. Comme vous pouvez voir, les inscriptions qui relatent des guerres sont présentes sur des objets en argile, prismes, cônes, cylindres, vases, tablettes, briques, dont une partie sont cachées, les prismes, les cylindres, et aussi une partie des tablettes sont parfois cachées. Donc, c'est une destination, ces récits de guerre sont à destination d'un public qui n'est pas contemporain, mais qui était pensé pour les divinités d'abord et ensuite aussi pour les générations suivantes. Il y a aussi des objets en pierre qui sont inscrits avec des récits de guerre, des tablettes, des socles, des seuils, des dalles, et les grosses statues qui sont présentes aussi au musée du Louvre, ce qu'on appelle les lamassus, puis des stèles, des perles même, des vases, des nouveaux, des sauts-cylindres.
Et enfin, il y a aussi des objets en métal, comme des reliefs, des vases, des poids. Donc, la guerre semble un thème qui est vraiment diffus partout, dans tout l'Empire. Et les textes, ils considèrent trois types surtout de batailles: les batailles rangées, des prises des villes et des sièges. Naturellement, je n'ai pas le temps de tout faire, donc j'ai choisi de traiter surtout des cas des sièges et aussi ensuite des déportations, parce qu'ils sont deux thèmes qui se retrouvent aussi sur les bas-reliefs. Et comme ça, on peut comparer les images avec les textes. Voilà. Dans les annales des Sennacherib, c'est un exemple parmi d'autres, mais tous les rois néo-assyriens, ils ont la même structure et la même conception des annales. Chaque année, on dit « je suis parti, j'ai encerclé, conquis et pillé les villes, etc. » Les villes D, les villes D, les villes D, et puis on donne un total. Et ici, il y aurait donc 80 villes fortifiées, forteresses des Chaldées, ainsi que 820 petits sites cités dans les environs. Et je suis rentrée sain et sauf en Assyrie avec 208 000 captifs, 7 200 chevaux et mules, 11 073, notez là, vraiment la précision, ânes, 5 230 chameaux, 80 050 bœufs, 800 et 100 moutons, 800 000 et 100 moutons et chèvres. Donc, ce sont des chiffres vraiment très, très gros, énormes pour l'époque, et on va voir qu'ils sont un peu exagérés. Et d'ailleurs, effectivement, il y a des différences entre les différents récits. Les mêmes rois donnent des nombres différents dans les inscriptions. Une fois, il dit 89 villes qui ont été gagnées, vaincues. Une autre fois, il parle de 88, une autre fois, enfin, des 75. Et enfin, aussi pour les petits sites, une fois, il donne les chiffres des 820 et l'autre des 420, c'est plus ou moins la moitié. Et aussi, le nombre de déportés, 208 000, c'est quand même beaucoup. Mais effectivement, les batailles, à ces moments, servent pour acquérir des biens qui font défaut, ou bien aussi pour continuer la bataille, parce que ces batailles coûtent cher, les guerres coûtent cher, et il faut essayer de gagner des biens dans les territoires conquis. Les guerres ont aussi des conséquences démographiques, vu que la mortalité masculine augmente énormément en cas de guerre. Et pour les femmes, c'était l'accouchement, pour les hommes, la guerre. Et donc, vu que aussi les soldats partaient loin, souvent à l'époque du printemps, quand on a besoin d'hommes pour les terres, il y a l'idée des déportations. Donc on prend les vaincus des régions conquises et on les amène en Assyrie pour repeupler les campagnes laissées à l'abandon. Mais les chiffres donnés par les textes sont un peu excessifs. Dans tous les cas, il y a eu un mouvement des peuples sous les rois néo-assyriens qui ont eu comme conséquence une internalisation aussi de la société, et même dans leur capitale, les rois néo-assyriens, ils veulent avoir un peu la présence de tous les citoyens de leur empire, donc ils auront des citoyens qui parlent toutes les langues.
Et naturellement, comme je vous disais tout à l'heure, les animaux aussi sont comptés parmi les butins des guerres. Mais pas seulement. Un autre exemple, c'est l'exemple des Lachish. Ici, il y a un peu plus, les récits un peu plus précis. J'ai assiégé et pris 46 de ces villes fortes et fortifiées, ainsi que des petites villes voisines, qui étaient sans nombre, en les rasant avec des béliers et en faisant monter des machines de siège, en les attaquant et en les prenant d'assaut à pied, au moyen des mines, des tunnels et des brèches. Effectivement, ils sont cités les trois manières de passer les murailles d'une ville, c'est-à-dire par dessus, en dessous ou à travers, c'est-à-dire souvent avec les portes urbaines. Les récits des Lachish est présent aussi dans différents passages de la Bible, mais là, si la narration chez Sennacherib, chez les rois syriens, n'est pas précise, ne dit pas clairement Lachish, mais la représente sur ses bas-reliefs. En revanche, dans les passages de la Bible, voilà, on sait que les rois Sennacherib est allé à Lachish. On a aussi l'autre version grecque qui est un peu fantasiste, comme toujours, on parle Hérodote, voilà, qui parle des souris qui seraient arrivées à résoudre la situation. Comment est présentée la bataille alors? En général, la bataille est présentée de manière très sommaire. Souvent, on dit la raison pour laquelle on fait la bataille, mais pas toujours. En général, c'est les comportements méchants de l'ennemi qui nous obligent, nous les bons, à intervenir. Et en plus, les méchants, il est agitateur des désordres, et donc il faut intervenir pour restaurer l'ordre et les cosmos dans tous les royaumes. Mais à la fin aussi, la raison essentielle de ces batailles est la divinité. Les dieux Assur, mon Seigneur, m'a encouragé et j'ai marché contre, etc., etc. On ne donne donc pas de détails sur les déroulements de la bataille. Très rarement, on a quelques passages, mais on dit souvent « j'ai marché contre les villes etc. Je les assiégé, j'ai massacré », comme dit par exemple cette inscription de Salmanassar III, j'ai massacré beaucoup de ses habitants et je lui pris du boutin. Voilà. J'ai érigé une tour des têtes devant la ville et j'ai brûlé leurs adolescents et leurs adolescentes. Que les Assyriens ont érigé effectivement des piles des têtes coupées des ennemis devant les portes des villes est représenté dans les bas-reliefs. Donc, c'est possible que cela a eu lieu, et aussi les mains, parce que c'était la manière de comptabiliser combien d'ennemis on avait tués. Et puis, ici aussi, c'est que dans ces passages encore, c'est très bien parce que souvent dans la description des batailles, on utilise des métaphores qui sont liées à la nature. Je me suis déchaîné comme un lion et je suis devenu furieux comme les déluges. Dans ma rage, j'ai lancé un assaut féroce sur Kuta, puis j'ai massacré comme des moutons les guerriers qui entouraient sa muraille, et j'ai pris possession de la ville. J'ai fait sortir les chevaux, les archers élamites, araméens et chaldéens, les chefs d'unité élamites et Nergal-Nahasir, ainsi que les citoyens coupables, et je les comptais comme boutins. Donc, ces métaphores sont très intéressantes pour donner un peu une image de la guerre qui est vraiment représentée plus d'une manière symbolique qu'est réelle. Et d'ailleurs, souvent, il y a une référence à Ninurta, au dieu de la guerre, qui lui aussi, dans ses batailles mythiques,
a gagné toujours et a remporté les cosmos. La situation des lettres est tout à fait différente. Voilà, ici, le total général de ces troupes est 1400 hommes, ce qui, disons, dans les annales, si on a conquis 200 000 personnes, l'armée devait être aussi conséquente, donc, disons 200 000 au moins. Mais là, les chiffres sont très différents. Comme vous pouvez voir, les lettres, effectivement, aussi pour les déportés, donnent des chiffres beaucoup plus réduits. Ils parlent des centaines des déportés et pas des 200 000. Et vu que les lettres sont écrites au moment où les déportés sont en train de voyager pour arriver à leur destination, et à la fin aussi, quand ils sont arrivés, pour comptabiliser combien des personnes sont mortes pendant les déplacements, là, on a des chiffres plus réels. Et donc, on se rend compte que les annales, les inscriptions royales, donc, sont exagérées. Et cette exagération, c'est une manière pour s'éventer d'avoir gagné toute la terre. Voilà. Et là, par exemple, dans cette lettre, message du roi à Manoukiadan concernant 1119 hommes en bonne santé. Il y en avait 5000 en tout, mais ceux qui sont morts, et ceux qui ont survécu. Donc voilà, là, il y a quand même 3800 personnes, à peu près 900 personnes qui sont mortes. Et les autres, 1100, ils sont vivants et capables encore de travailler pour la Syrie. Et aussi ici, voilà, il y a, c'est une lettre qui concerne des fugitifs, parce qu'effectivement, la situation n'était pas vraiment des meilleures pour les déportés, et donc il y a une comptabilité qui essaye de voir combien de personnes s'échappent. Alors, c'est quoi l'intertextualité? C'est lorsqu'un texte fait allusion à notre texte, cite disons, de manière allusive à notre texte, on parle d'intertextualité. Et les relations du roi assyrien avec les dieux Ninurta sont telles qui laissent penser qu'effectivement les récits de guerre dans les annales, donc dans les inscriptions officielles, a été créé pour être une métaphore, pour être un récit symbolique, pour être une métaphore du roi comme Ninurta. Et d'ailleurs, je vous avais dit tout à l'heure de regarder la stèle des Naram-Sin avec la tiare à cornes qui est symbole de la divinité pour la Mésopotamie. Et bien, en faisant allusion à son rapport spécial avec Ninurta, les rois s'élèvent sur les humains et donc se présentent comme un être supérieur. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'éléments du rituel royaux, des rituels royaux qui sont repris des Ninurta. Et en plus, Ninurta aussi protège les fermiers comme les rois qui protègent les fermiers. Donc, cela démontre donc, que les récits des guerres ont une valeur plus symbolique qu'est réelle. Maintenant, on va essayer de passer à la partie des représentations.
On va donc traiter d'abord les capitales et après on va traiter des territoires conquis. Dans les capitales néo-assyriennes, la présence de la guerre est particulièrement crude et violente dans les palais. Les palais dans les sont ornés de bas-reliefs qui sont effectivement, messieurs, attention les chats, et qui sont effectivement remplis des scènes de violence. Les premiers rois qui nous laissent des bas-reliefs à Assur-Nadir-Pal, donc au IXe siècle, il y a deux types de bas-reliefs. D'un côté, des bas-reliefs mythiques avec des personnages symboliques qui sont en train de faire une action rituelle et qui sont souvent aussi à côté de la figure du roi qui est présente partout. Et une partie, en revanche, des bas-reliefs, très peu, seulement dans la salle du trône, qui sont, en revanche, des bas-reliefs des types narratifs et dans lesquels les seuls sujets est la guerre. Donc, insérer l'histoire de la guerre dans un contexte atemporel dans lequel il y a des divinités et des personnages, là sont des dieux, et des personnages apotropaïques qui protègent les palais et les rois, montre effectivement que la guerre est vécue comme une sorte d'ordalie, comme d'une manière un peu atemporelle, et il faut penser à la présence divine et au fait que les rois, dans ces cas, sont reconnus, bénéficient de la bienveillance divine. Et donc, aussi, les récits des guerres insérés dans ces espaces symboliques n'est pas plus très réel. Avec les Sargonides, ce qu'on appelle les Sargonides, donc les rois à partir des Tigat-Phalazar III, mais surtout après Sargon aussi, les thèmes ici sont les deux palais, un des 10 hectares, donc énorme, et un autre des 12 hectares, partiellement conservés. Les représentations de la guerre sont partout et beaucoup plus présentes que chez Assur-Nadir-Pal. Encore, Sargon a des thèmes un peu plus narratifs et des défilés des courtisans qui sont insérés dans une vision bien précise de la royauté et donc de la nécessité aussi des cours de rester bien près du roi et fidèle au roi. Mais Sennacherib, en revanche, est le roi qui a représenté dans son palais les maximums des guerres, d'attaques, des déportations, etc. J'avais compté 45 attaques des villes et une trentaine de déportations dans les palais de Sennacherib. Ce n'est pas seulement les sujets de la guerre, mais c'est aussi le choix de la position de ces bas-reliefs dans des lieux bien particuliers du palais qui les met en valeur et qui nous oblige ou obligeait les gens qui entraient dans les palais à regarder les scènes les plus dramatiques qui se situaient en général en ligne avec l'entrée et ou bien aussi à côté ou bien aussi au milieu du mur, et donc c'était là où en général on va l'œil. Donc
il y a tout un calcul pour choisir la position de ces bas-reliefs et aussi, comme vous pouvez voir ici, certains ont une position privilégiée du fait qu'étant dans un cours, ils ont la vision directe de la lumière. Et là aussi, ils sont mis en valeur par la lumière. Et il y a aussi d'autres reliefs, par exemple celui-là, qui est en face de l'entrée, parce que la lumière qui entre de l'entrée les met en valeur. Et donc, dans ces atrocités, il y a tout. Il n'y a pas seulement des déportations, mais il y a aussi voilà, des gens qui... voilà, lui, il est la tête en bas parce qu'il est mort, il est en train de tomber. Il y a des supplices variés qui sont représentés, et puis les boutins, la finalité de la guerre. Comme des déportations, les plus durs et les plus choquants, probablement du point de vue de l'Antiquité, des hommes qui regardaient ça, était la déportation des divinités. Les divinités ennemies qui sont déportées en Assyrie, c'est l'abandon du pays par les divinités, et donc le pays est sujet à un chaos terrible. Et il y a encore des divinités des Babylone qui sont présentes dans les derniers rois assyriens et qui sont restituées après la mort de Sennacherib, mort tragique par l'un de ses enfants. Donc, il y a aussi la manière de construire, donc la position, les choix du thème, la position, la manière de construire la scène qui met en relief toute la tension quand effectivement on construit une scène sur des triangles ou des lignes obliques, c'est la tension qui augmente. En revanche, des lignes bien verticales donnent plutôt la tranquillité à l'œil qui regarde. Et enfin, c'est aussi la manière d'insérer les bas-reliefs dans un contexte bien précis, dans une salle précise, qui lui donne encore plus des valeurs et d'importance. Au-delà il y a un autre élément qui est présent dans les palais, sont les bases du trône qui sont décorées des scènes probablement d'un roi qui présente ses hommages au roi assyrien. Et les socles aussi relatent les guerres du roi. Donc la guerre est vraiment un thème qui est présent partout. Mais à l'intérieur des capitales, on a aussi d'autres monuments qui parlent des guerres et qui représentent une partie de la guerre, et sont les stèles. Il y a la stèle du banquet et il y a aussi la stèle, celle-là par exemple, j'ai pris 2 exemples parmi d'autres, qui était à l'entrée des temples, à l'entrée du temple des Ninurta à Nimrud. En revanche, cette stèle était à l'entrée à côté de la salle du trône des Nimrud. Donc, comme vous voyez, cette stèle est une grande stèle et le roi est seul. Derrière lui, sur les fonds, vous voyez l'inscription qui relate ses conquêtes militaires. Et le roi est seul, donc c'est lui le seul moteur des événements qui sont des événements dont parle l'inscription. Et il est seul devant les symboles des dieux. Et il fait les gestes typiques de Lubana Taratsu, c'est-à-dire cette proximité avec les dieux et les liens spéciaux avec la divinité. Et donc la guerre qui est
qui est présente dans les récits écrits se résume dans la vision, en revanche, iconographique à la figure du roi. Et ça, c'est les moteurs, les rois de ces guerres. Au centre du pouvoir, on a trouvé aussi des briques émaillées dans lesquelles sont représentées des scènes assez violentes. Il y a un ennemi qui est en train de mourir, un autre qui est piétiné par un cheval, comme depuis le 3e millénaire, c'est un topos typique de la guerre. Et quelle est la situation dans les territoires conquis? J'ai fait un calcul, il y a à peu près 23 stèles néo-assyriennes qui ont été érigées par les rois, par différents rois, dans tout l'Empire, en Iran, en Turquie, en Syrie, en Israël et en Palestine. Et ces stèles sont d'un côté comportent une partie du texte et une partie aussi d'une image. Parfois, comme ici, il y a 2 personnages, ce qui fait penser de nouveau au socle à la base du trône que je vous ai montré tout à l'heure. Probablement, là aussi, dans ces stèles, il y avait un roi qui s'y soumettait au roi assyrien. Et l'inscription, qui peut être plus ou moins longue, elle occupe en général quand même les 4 côtés du monument, donc les devants, les derrière et même les côtés, et relate les événements marquants des campagnes militaires. Et il y a aussi parfois seulement un symbole divin, comme ici, une stèle qui a été faite par Adad-Nirari III. Désolée, je me suis trompée, c'est pas 5 mais c'est 3. Et comme vous voyez dans les miroirs, la stèle était inscrite aussi derrière. L'érection des stèles est un thème qu'on retrouve dans les annales, où on dit effectivement que les rois est allé à monter par exemple la Manus et a érigé une stèle de lui pour marquer sa victoire. Et cette stèle est bien même représentée dans les portes en bronze des Balawat. Donc, on a aussi une attestation de l'artiste qui a reproduit cette stèle dans les territoires éloignés. Et puis, on a aussi un autre type de stèles dans lesquelles, de nouveau, les rois est présent dans sa grande totalité, dans la totalité de l'image, en grande dimension, donc il pouvait être vu de loin, et il y a de nouveau l'inscription qui relate les conquêtes du roi. Et enfin, on a des peintures, comme par exemple dans les palais des Tilbarsip. On a des peintures aussi assez violentes parce qu'il y a de nouveau la violence sur ces prisonniers et la femme aussi qui est portée de manière assez un peu cruelle par les soldats assyriens. Donc, les guerres sont aussi présentes un peu partout dans les représentations officielles à travers les inscriptions et aussi les images. Qui pouvait lire les inscriptions dans ces territoires, c'est difficile à dire. C'est les moments où effectivement c'était l'araméen qui était la langue parlée et aussi écrite dans la majeure partie du Proche-Orient ancien, mais les simples faits d'avoir la présence d'une inscription dans une écriture incompréhensible, c'était quand même important, et puis c'était destiné probablement aussi à l'élite des territoires conquis. Il y a 2 types de stèles, des stèles commémoratives
et des stèles, en revanche, qui sont mises aux confins pour indiquer les derniers confins, la dernière frontière de l'Empire. Par exemple, il y a une stèle des Sargon II qui a été trouvée à Chypre, et là, c'était la dernière frontière la plus occidentale, nord-occidentale de l'Empire assyrien. Aussi pour les reliefs et pour les images, on a des souvenirs, des allusions aux époques précédentes. Par exemple, ces bas-reliefs du 8e siècle est assez similaire à ce qu'on appelle l'étendard d'Our, dans lesquels il y a une partie du banquet, comme ici, et une partie de la guerre, comme ici. Une autre allusion, c'est la décapitation. La décapitation du premier millénaire rappelle la décapitation qui était déjà présente au troisième millénaire, par exemple, dans ces cas à Ebla, et aussi l'effet de brandir les têtes des décapitations. Là aussi, il y a des têtes qui sont portées par les soldats éblaïtes du troisième millénaire. Donc aussi, visuellement, il y a ces allusions internes à l'image. Et aussi, les vautours qui prennent et qui se nourrissent, là c'est l'intestin des ennemis, sont présentes, oui, là, désolé, est présente aussi au troisième millénaire. C'est la stèle des vautours qui se trouve au Louvre. Mais bon, désolé pour l'image. Enfin, on peut parler des aussi intermédialité dans le sens où dans ces bas-reliefs rappellent la bataille des Sennachérib et les annales des Sennachérib. Et en plus, on peut parler des multimédialités parce que les textes réunissent, parce que les images réunissent une image et aussi une écriture. Et donc, les allusions sont des allusions que seulement une partie du public pouvait probablement capter et les autres n'arrivaient pas. Il y avait différents niveaux pour comprendre les bas-reliefs, mais on a de toute évidence une allusion, les publics ciblés par toutes ces allusions et les publics les plus cultivés, et donc la cour du roi. Et donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, les rois, sont dans son propre palais et un danger mortel, et pour essayer d'arrêter les révoltes intestines, il semble essayer de présenter les images les plus violentes à l'intérieur de son palais, justement pour essayer d'éviter d'avoir des ennemis dans son propre palais, pour montrer quelles sont les conséquences de ceux qui se révoltent à lui. Effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que, comme vous avez vu des images, la majeure partie des images qui se trouvent dans les territoires conquis, c'est plutôt calme, soit c'est une représentation du roi avec les doigts et les contacts avec les dieux, soit c'est un symbole divin. Et c'est parce que les rois, dans les territoires conquis, veulent montrer que les guerres sont arrivées au bon résultat, d'amener la tranquillité et les cosmos partout, tandis qu'à l'intérieur de son propre palais, à l'intérieur, comme il démontre les bas-reliefs, la violence est extrême. Et ces scènes de violence ont pour public immédiat sa cour. Et les menaces que les rois font à travers les bas-reliefs sont à destination de ses propres courtisans.
Alors, la mémoire, c'est qu'on a, on a dit que les chiffres donnés par les textes sont exagérés. J'ai fait, effectivement, dans un article, j'avais fait un calcul de combien des nourritures seraient nécessaires pour subvenir aux besoins des déportés pendant les mois, 1 mois ou 2 mois de marche du territoire conquis jusqu'en Assyrie ou en Babylonie, en d'autres endroits, et sont des quantités énormes, impossibles pour l'époque. D'ailleurs aussi, les marches probablement qui étaient nécessaires pour arriver, pour les déportés, pour arriver à leur destination finale, sont telles qui, effectivement, impliquent une quantité de nourriture énorme. Donc, il est clair qu'il y a eu manipulation des faits historiques, non seulement parce que les chiffres sont exagérés, mais aussi parce que les rois ne montrent jamais des pertes du côté assyrien. Si vous avez regardé toutes les images, tous les morts, tous les gens qui sont violentés sont tous des non-assyriens, sont tous les ennemis et les coupables. Il y a une seule exception, c'est dans la lettre des Sargon II au roi Achour, qui est une lettre exceptionnelle et dans un contexte exceptionnel pour expliquer pourquoi il a détruit les sanctuaires des Mouzazir à Urartu et ramené beaucoup d'or qui était présent dans ces temples en Assyrie. Et là, il avoue qu'il y a eu 1 chariste, 2 cavaliers et 3 de l'infanterie qui furent tués. Donc, ce n'est pas possible. Il reconnaît, en plus, il y a une progression 1, 2, 3. Donc, ce n'est pas véritable. Et ça, c'est la seule accusation, la seule compte rendu des pertes assyriennes. Donc, et puis, il y a aussi une image bien particulière de la guerre comme nécessité, d'un côté parce que les rois suivent les conseils des dieux, et de l'autre côté aussi parce que les guerres servent pour l'économie de la Syrie et pour repeupler la Syrie elle-même. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.